Ma première question, donc, c'est quoi le contexte politique de ce mouvement du 10 septembre? Et ma première question, elle va porter sur ce qui s'est passé hier soir, c'est-à-dire la nomination très rapide de Sébastien Lecornu. On a souvent entendu et lu que le départ, un peu le harakiri parlementaire de Bayrou avec le vote de confiance, c'était pour désamorcer le mouvement du 10 septembre. Le fait de nommer en plus derrière, de manière express, Sébastien Lecornu, qui est un fidèle de Macron, etc., est-ce que ça a vocation aussi à couper l'herbe sous le pied du mouvement ou à l'inverse, c'est contre-productif? C'est vrai qu'à l'origine, c'était l'idée. L'idée, c'était de couper l'herbe sous le pied du 10. Et d'ailleurs, ça fait partie d'une stratégie, presque d'un deal. C'est ce que nous ont confié à l'UMA différents conseillers présidentiels et aussi à Matignon. C'est-à-dire qu'il y avait ce deal entre Macron et Bayrou en disant, voilà, le 8, François Bayrou, tu mets ta tête sur le billot, comme ça tu sauves la nôtre collectivement et la mienne en tant que président Emmanuel Macron, le 10. Donc en fait, l'idée, c'était vraiment ça, c'était de court-circuiter ce mouvement du 10. Alors c'est vrai que la nomination de Lecornu, de Sébastien Lecornu, on ne l'attendait pas aussitôt. C'est vrai qu'on pouvait se poser la question de quand est-ce qu'elle allait intervenir. Est-ce qu'il fallait le nommer avant le 10, quitte à donner le tempo, ou un tout petit peu après, pour voir ce que ça allait pouvoir donner éventuellement ces mobilisations, mais il y avait le risque de se faire donner le tempo par la rue, par le mouvement social. Donc voilà, le président de la République a finalement décidé, il a finalement tranché en nommant Sébastien Lecornu hier, un petit peu à la dernière minute avant le 10, par communiqué de façon très limpide. Mais on a vu, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais avec la passation de pouvoir, je pense qu'on voit toutes les intentions de l'exécutif, en fait, avec cette nomination, c'est de dire, voilà, on va se laisser donner le tempo par personne, on va développer une méthode, on a entendu et on voit le blocage, on le constate, maintenant on y va et on se laisse dicter. Justement, parce qu'une partie du pays n'a probablement pas écouté la passation de pouvoir, parce que les gens sont dans la rue en partie. Donc là, il y a eu la passation de pouvoir à Matignon ce midi entre François Bayrou et Sébastien Lecornu, qui a forcément pris la parole. Et donc, si tu devais nous résumer en 30 secondes un peu l'essence de ce qu'il a dit, c'est... Alors, Sébastien Lecornu, il a voulu trancher, c'est-à-dire qu'en termes avec François Bayrou, voilà, qui était vu comme quelqu'un de plutôt mou, même dans ses propres rangs, même au MoDem, et du côté de Renaissance, on disait il n'y avait pas de méthode, il n'y avait pas de cap, voilà, enfin c'était juste se maintenir pour se maintenir, mais il n'y avait pas grand-chose qui était fait. Là, Sébastien Lecornu, il a dit voilà, il va falloir une rupture sur le fond et sur la forme, et d'ailleurs, il a eu quand même quelques mots assez dur, c'est peut-être beaucoup dire, mais vis-à-vis de François Bayrou, mais quand même plutôt critique. C'est-à-dire qu'il dit il va falloir changer, être plus créatif, plus sérieux dans notre façon de travailler avec les oppositions. Donc en fait, c'est une façon de reconnaître aussi que François Bayrou n'a peut-être pas fait totalement le travail, notamment dans le processus de négociation et de discussion vis-à-vis du budget. Mais après, ce discours d'ouverture, de dire il faut aller chercher des majorités plus larges, en fait, on l'entend depuis 2022. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on l'entend depuis 2022, on a l'impression que c'est le même discours à chaque fois. Là, ce qui changeait, c'était plus sur la forme, parce qu'il a parlé du fond et de la forme. Sur le fond, c'est à peu près pareil, à part cette volonté de montrer une rupture, ou en tout cas de la mettre en scène. Mais sur la forme, on voyait quand même un style très sarkozyste. Et c'est peut-être pas un hasard, il y a aussi une filiation. Mais il y avait un côté, voilà, normalement, les discours durent des plombes et des plombes. Là, en 3 minutes, Sébastien Lecornu a expédié le truc en disant, voilà, il y a une instabilité aujourd'hui qui commande à la sobriété, donc je vais parler en 3 minutes et je vais retourner au boulot. Je vais aller discuter tout de suite avec les forces politiques et avec les forces syndicales. Il a annoncé ça aussi. Donc on sent qu'il y a une façon de montrer qu'on va tout changer, même si au fond rien ne va changer évidemment. Et on sait bien sûr que le Premier ministre a, surtout depuis 2024, un rôle de fusible. Est-ce que Sébastien Lecornu est un bouclier efficace à la colère pour Emmanuel Macron? On pourrait même dire qu'au contraire, ça peut aussi provoquer une colère supplémentaire, parce qu'en fait, c'est Macron qui nomme Macron. Enfin, Sébastien Lecornu, c'est vraiment très proche. Voilà, c'est un très proche. Alors, pourtant, ils sont proches que depuis 2017, ils ne se connaissaient pas avant, mais voilà, c'est devenu une sorte de frère d'armes. Ou de et Lecornu est ministre depuis 2018. Voilà, il a survécu à 7 ans de remaniement et à 5 premiers ministres, je crois, un truc comme ça. C'est ça, c'est ça, exactement. Il a toute la confiance d'Emmanuel Macron, qui le juge loyal,
qui le juge droit, etc. Et sur sa ligne, sur sa ligne politique, c'est le même. C'est Emmanuel Macron et Emmanuel Macron bis. Donc en fait, il y a toutes les raisons de se dire que cette nomination peut au contraire mettre le feu aux poudres, parce qu'encore une fois, il y a un déni du résultat des législatives de 2024, il y a un déni de toute la colère qui peut s'exprimer partout en France, notamment aujourd'hui, mais aussi de désir de justice fiscale, notamment de justice sociale. C'est pas avec quelqu'un qui a fait toutes ses armes à l'UMP sous Bruno Le Maire d'abord, puis François Fillon, puis Nicolas Sarkozy, enfin Nicolas Sarkozy d'abord d'ailleurs, mais c'est pas avec ça qu'on va aller vers une façon de montrer qu'on entend la colère du peuple. On sait donc que dans la configuration actuelle de l'hémicycle, c'est-à-dire avec 3 blocs de force à peu près égales, aucun, donc les 3 blocs étant la Macronie, le socle commun, le NFP et l'extrême droite, on sait qu'aucun des 3 blocs ne peut gouverner sans l'assentiment, ou en tout cas la non-censure d'un des 2 autres blocs. Pour Barnier misait sur la non-censure du Rassemblement national, Bayrou misait sur celle du RN et avait aussi essayé de décrocher le PS, on s'en souvient, et du psychodrame à gauche autour de ça. Sébastien Lecornu, ce serait quoi son penchant naturel, on va dire, en termes de négociation? Alors, le penchant, j'ai l'impression que c'est à peu prre le même que celui de ceux qui l'ont précédé. Parce que, d'abord, on voit qu'aujourd'hui, quand on regarde son agenda, cet après-midi, il reçoit le socle commun, donc il reçoit Renaissance, il reçoit LR, puis il finit par Horizon. Donc, d'abord, il va essayer de s'appuyer sur cette base-là, qui est la base de la Macronie depuis un certain temps. Donc, mais voilà. C'est 160 députés. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est presque rien. C'est moins que le NFP. C'est ça. Ensuite, il y a une volonté, en tout cas, c'est ce qui est dit dans le communiqué de l'Élysée, c'est ce qu'a à peu près dit Sébastien Lecornu pendant la passation, c'est de se tourner vers les autres forces politiques, en particulier les socialistes. Sauf que quel gage il va pouvoir donner aux socialistes, ça, on ne le sait pas vraiment. Si on est optimiste, on peut se dire que la volonté de créer une rupture sur le fond peut peut-être amener une imposition des plus riches plus importante, mais bon, moi j'y crois pas tellement, mais on peut l'espérer. Par contre, les socialistes ont déjà dit aujourd'hui que si c'était Patrick Caner, je crois, dans l'IB, que s'il n'y a pas la volonté de toucher à la réforme des retraites ou la volonté d'augmenter les impôts sur les plus riches, c'est même pas la peine de compter sur un accord de non-censure. Donc de ce côté-là, ça a l'air plutôt bouché. Et ensuite, il compte aussi sur, disons, une sorte de complaisance du Rassemblement national qui aime plutôt bien son profil, qui le juge courtois, respectueux. D'ailleurs, Sébastien Lecornu s'est fait épingler plusieurs fois parce qu'il a organisé plusieurs dîners avec Marine Le Pen. Je le montre en même temps parce que pour que vous ayez une idée de toutes les fonctions qu'il a occupées sous Macron. Et en fait, j'ai dit 5 tout à l'heure, mais en fait, il a connu tous les premiers ministres puisqu'il était aux collectivités territoriales sous Édouard Philippe, même à la transition écologique, tout début, en juin 2017, il était déjà au gouvernement. Donc quasiment tout début de la Macronie, et ensuite il a fait effectivement les collectivités, l'outre-mer, et puis là, les armées depuis 3 ans, donc voilà, il a connu tous les premiers ministres. Et c'est lui, du coup, si vous ne connaissez pas sa tête, c'est votre premier ministre. Vous l'avez, voilà, c'est le nouveau premier ministre. Une autre question aussi parce que là on a vu des images qu'on a un peu passées de répression policière, on a vu que à plusieurs endroits ça avait cogné. Bruno Retailleau avait annoncé hier ou avant-hier 80 000 policiers mobilisés. Qu'est-ce que ça raconte, ça aussi, de l'état du pouvoir? Est-ce qu'il y a eu un effet crainte d'un mouvement gilet jaune ou d'un mouvement insurrectionnel d'ampleur? Oui, clairement, ça amène, en tout cas, ça dit tout d'une crainte du pouvoir vis-à-vis de ce mouvement. Il y a une crainte, il y a une volonté de le réprimer, mais aussi de le diaboliser, parce que c'est aussi ce que disent les propos en sous-texte de Bruno Retailleau, parce que Bruno Retailleau, ça fait quelques jours qu'il dit, voilà, ce n'est pas un mouvement social, c'est un mouvement qui a été confisqué par l'ultra-gauche, avec des dangereux, qui viennent cassés, qui ne sont pas du tout constructifs, avec lesquels on ne peut pas discuter. Donc une façon de diaboliser pour mieux disqualifier les cris qui peuvent être exprimés, toute la souffrance, etc. Donc voilà, ça dit beaucoup, mais il n'y a rien de nouveau presque d'une certaine façon, parce que c'est vrai que ça rappelle totalement le mouvement des Gilets jaunes, à la différence que là, en termes de proportion, dès le premier jour, 80 000 policiers mobilisés, alors que les renseignements généraux prévoyaient 100 000 manifestants grand maximum sur toute la France. C'est quand même énorme. Ouais. J'étais perturbé parce qu'il y a des gens dans le chat qui se sont lancés dans un débat sur Saint-Louis. Donc, ok. Non, il y a quelqu'un qui pose une question intéressante. Il dit, est-ce qu'un Premier ministre devrait faire des compromis forcément avec les 2 autres blocs?
on peut répondre qu'un seul bloc suffit voilà, si tout le NFP décide de non censurer un Premier ministre, ça suffit, quoi. Mais évidemment, il faut faire des compromis conséquents. Oui, après, c'est pas le choix qu'Emmanuel Macron entend faire, et encore moins Sébastien Lecornu. Et surtout, ils n'ont pas du tout envie d'acter un divorce avec LR en particulier, même s'il ne pèse pas grand-chose. Mais voilà, donc en fait, ne pas se couper de LR et de son socle tout en espérant l'élargir, forcément, ça nous amène à faire des compromis avec les différents blocs, et ça amène à une équation quasiment impossible, d'où la situation de blocage. Pardon. Et alors tu parlais des Gilets jaunes, parce que la comparaison a été souvent faite parce que c'est un mouvement spontané qui n'est pas né à la base ni dans l'appel d'un mouvement politique, ni encore dans un appel syndical. Ce n'est des réseaux sociaux. Tout à l'heure, on reviendra avec Cyprien Boganda qui a aussi bossé là-dessus sur l'évolution et la mutation du point de départ jusqu'à maintenant du mouvement du 10 septembre. Mais sur la comparaison Gilets jaunes, je te pose la question parce que tu avais interviewé Antoine Bristiel de la Fondation Jean Jaurès là-dessus. Est-ce que la comparaison tient, ou quelles sont les différences en fait, et qu'est-ce que ça nous enseigne? Il y a quand même un certain nombre de différences. Alors peut-être d'abord commençons par les points communs. C'est vrai que d'abord il y a une mobilisation spontanée qui est née en dehors des structures. Alors ça a un peu évolué après, mais bon, on va y revenir. Mais ça partait des réseaux sociaux. Mais ça partait des réseaux sociaux, voilà. En plein été. En plein été en plus. Et il y avait aussi les mots d'ordre, les attentes de ce mouvement. D'abord justice fiscale, justice sociale, une volonté de démocratie directe. Et si on écoute Antoine Bristiel, notamment de la Fondation Jean Jaurès, tu en parlais, qui a lancé toute une étude autour de cette question-là. Il y a aussi la question de la protection de l'environnement qui s'ajoute, qui était un peu moins le cas du mouvement des Gilets jaunes. Mais, au contraire, le mouvement partait de la taxe carbone. Voilà, exactement. Exactement. Alors après, sur les différences, c'est plutôt sur l'évolution du mouvement, parce que on voit, le mouvement des Gilets jaunes, même s'il y a eu des tentatives de tous les bords politiques d'essayer de s'accaparer un petit peu ce mouvement, on voit que le mouvement Bloquons tout, lui, penche beaucoup plus à gauche. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Antoine Bristiel encore une fois dans son étude, c'est que c'est beaucoup de personnes très politisées. Il explique qu'en gros 69% des sympathisants de Bloquons tout ont voté Mélenchon. Donc voilà, ça bascule à gauche. Et s'il y a des abstentionnistes, ce sont des abstentionnistes du second tour, c'est-à-dire qu'ils ont refusé de faire un choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et là aussi, c'est une différence parce que ça montre qu'il n'y a pas de porosité, disons, entre le mouvement et l'extrême droite, ce qui était un tout petit peu moins le cas, même pas mal, beaucoup moins le cas chez les Gilets jaunes, où en fait, il y avait beaucoup de personnes qui étaient complètement désillusionnées de la politique et qui avaient voté pour le Rassemblement national. Et la différence, c'est effectivement qu'au moment des Gilets jaunes, il y avait eu un freinage au démarrage côté et syndical et politique. Moi, je me souviens qu'il y avait un peu de frilosité à la gauche, que ce soit chez les communistes ou les insoumis. Là, les insoumis sont précipités, on va dire, sur le mouvement pour appeler la grève générale, en tout cas à soutenir le mouvement, etc. Est-ce que ça a contribué aussi à lui donner cette coloration ? Ça a contribué. Alors, ça n'a pas retourné complètement le mouvement, mais ça a renforcé une dynamique, ça clairement, parce que le mouvement penchait déjà plutôt à gauche, mais c'est vrai que l'appel de Jean-Luc Mélenchon a amené un éclairage particulier sur ce mouvement-là, mais c'est pas le seul acteur qui a amené à politiser et à gauchiser le mouvement, parce que l'intersyndicale, les syndicats se sont assez rapidement joints, alors avec une part de distance quand même, malgré tout, mais l'appel du 18, c'est aussi une façon de vouloir se mêler de ce mouvement-là, de le prolonger également. Et puis, au-delà de la France insoumise et des syndicats, les écologistes, les communistes ont assez rapidement soutenu, ou en tout cas montré, vu d'un bon œil ce mouvement-là. Les socialistes à peu près aussi, même si, bon, aujourd'hui, Arthur Delaporte, par exemple, l'un des porte-parole, a eu des propos en disant on va les retrouver. En gros, je ne soutiens pas un mouvement qui empêche les gens de travailler. Mais sinon, à gauche, c'est largement soutenu, alors qu'à l'extrême droite, au contraire du mouvement des Gilets jaunes, il y a une sorte de méfiance qui s'est développée vis-à-vis de ce mouvement, en le pointant assez rapidement comme une émanation de l'ultra-gauche. On va écouter l'extrait de Delaporte dont tu parlais tout de suite. C'était sur BFM, du coup. Oui, le barrage installé par les manifestants vient juste d'être levé sur le... Parenthèse, nouvelle image de truc qui brûle. Le clair, hein, c'est contractuel. Périphérique Canet, mais vous le voyez, la circulation reste pour l'instant suspendue en attendant que le feu soit éteint, bien sûr pour des raisons de sécurité. Il s'agit de feux de poubelle qui ont été allumés par des manifestants. Les manifestants qui ont donc été délogés par une quinzaine de CRS sans
heure. Les manifestants qui se déplacent vers un autre point de blocage. On vous tient au courant ici dans l'agglomération caennaise. Et vous nous le direz bien sûr au fur et à mesure. On reverra aussi dans un instant les images de ce qui se passe à Paris et notamment dans l'Est parisien. Arthur Delaporte, vous soutenez ou pas, vous ? Là, les images qu'on vient de voir, c'est dans ma circonscription. Donc, je peux vous dire que je ne soutiens pas les blocages qui se manifestent comme ça, qui empêchent les gens d'aller travailler, qui finalement se traduisent aussi par des formes de violence. Mais ce que je peux dire, c'est que je comprends la colère d'une partie des gens qui se mobilisent aujourd'hui. Quand ils disent qu'ils n'arrivent pas à finir leur fin de mois, quand ils disent aussi qu'ils ont l'impression de ne pas être entendus, et la décision du président de la République de nommer Sébastien Lecornu fait partie de ce sentiment de ne pas être entendu, on garde toujours les mêmes, on garde les mêmes politiques, etc. Donc voilà, moi j'entends cette colère, mais je dis, restons calmes, on peut se mobiliser pacifiquement. Alors, oui, le barrage... À sa décharge, parce que tu en penses, j'avais pas vu l'extrait complet, la question, elle est quand même super cadrée, super biaisée au départ. C'est-à-dire qu'en fait, on lui montre des images de trucs qui brûlent, et en mode... Et vous soutenez ça? Bon, c'est l'équivalent de... Et vous condamnez? Et vous condamnez les violences, monsieur Mélenchon? Et en fait, au final, il dit à peu près la même chose qu'a dit Mélenchon au JT de TF1. C'était quand? C'était lundi soir, quand il a appelé au calme, en fait. Je pensais à ça aussi pendant l'extrait. C'était Salamé qui lui dit vous condamnez les violences, c'est vraiment la caricature absolue. Et donc, il est obligé de commencer son propos par sortir du piège d'abord, oui, et puis ensuite d'aller vers un champ de compréhension. Mais c'est exactement ce que fait Arthur Delaporte. Alors, il aurait pu avoir un discours davantage en rupture, disons, en disant attendez, la question c'est pas ça, la question c'est plutôt ce sentiment d'injustice, cette volonté de se mobiliser, cette impression en tant que citoyen d'avoir une parole qui est complètement neutralisée, mais il commence quand même par pas condamner, mais en tout cas montrer quelques réserves face au mouvement. Je ne sais pas si c'est le plus efficace quand on est une force de gauche aujourd'hui. Ouais, non, c'est sûr. Bon, après, voilà, ça reste l'ADN des socialistes, c'est pas leur mode d'action, mais notons quand même que la BFM pourrait très bien lui poser une question en choisissant de diffuser des images. Je vous ai montré tout à l'heure à Montpellier où c'est un cortège festif. Tout à l'heure, on va aller à Châtelet. Je ne crois pas que Châtelet soit en feu et à sang. En tout cas, c'est pas ce qu'Aliénor nous montrait tout à l'heure. Donc voilà, bon, bref, il y a quand même un choix, ce plan là, avec le gendarme au premier plan, les flammes derrière. Enfin, bon, c'est presque de très belle mise en scène. Ça existe vraiment, mais enfin quand même. Il y a des questions dans le chat qui nous dit tout bêtement, mais c'est quoi les revendications du mouvement? Bonne question. Parce que c'est un peu vaste. En fait, c'est pareil que quelque part, c'est un peu le même problème que pour le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un cri qui est exprimé, il y a une volonté, il y a un besoin de justice fiscale, de justice sociale et de reconnaître davantage la parole citoyenne, en facilitant notamment la démocratie directe, par exemple. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de revendication totalement établie. Et souvenons-nous, à l'époque du mouvement des Gilets jaunes, ça a duré quand même quelques semaines avant qu'on comprenne vraiment quelles sont les revendications. À l'époque, il y avait eu une plateforme qui s'appelait Le Vrai Débat, justement en réponse au grand débat qui approchait, qui avait fait voter un certain nombre de personnes qui participaient, d'acteurs du mouvement des Gilets jaunes. Et là, à partir de là, il y a pu avoir un classement en sachant exactement quelles étaient les mesures préconisées. Il y avait notamment le référendum d'initiative citoyenne en particulier. Et à ce moment-là, on a compris ce que le mouvement des Gilets jaunes voulait très clairement. Mais là, pour l'instant, on a plutôt seulement un penchant. On arrive à toucher du doigt les valeurs qui animent le mouvement, les raisons de la colère aussi. Mais évidemment, de là à trouver, à faire dérouler une sorte de base programmatique, on n'y est pas encore. Oui, par ailleurs, les Gilets jaunes, c'était un peu comme ça que ça avait commencé aussi. Et ça s'est affiné aussi sur les ronds-points qui étaient devenus des agoras et des assemblées parfois constituantes, même d'ailleurs, où les gens travaillaient à des propositions plus concrètes par le dialogue, à la discussion, et en fait ils faisaient le travail parlementaire hors les murs un peu. Mais notamment à Commercy, alors je sais que on va faire de la pub, demain dans l'UMA il y a un reportage à Commercy justement sur les traces, mais à l'époque à Commercy il y avait toute une assemblée citoyenne. Un rond-point important des Gilets jaunes qui se remobilisent à l'occasion du 10. Et à l'époque il y avait eu tout un manifeste qui était né de ce rassemblement-là, comme tu le dis, avec une sorte d'agora où tout le monde y allait de son idée, on débattait, etc. Et ce manifeste-là, ensuite il s'est propagé, il a été distribué d'une certaine façon, il a été récupéré par tous les ronds-points et chacun y a amené sa petite patte. Et là on est au jour 1, donc c'est très difficile de dire exactement où on va, mais le mouvement des Gilets jaunes c'était pareil. Oui, là il faut quand même rappeler que ceux qui ont un effet déception parce qu'ils pensaient que le pays serait complètement paralysé, que ce serait la révolution, ça se construit, un mouvement social, ça peut pas être un one-shot sur un jour et tout est réglé, évidemment. Une lutte
social, ça se construit dans le temps. Tu parlais donc de ces revendications-là et de la coloration aussi plutôt à gauche. Est-ce que précisément ce mouvement du 10 septembre et les suites qu'il va engendrer ouvre un boulevard à la gauche pour imposer ces thèmes dans l'agenda, pour exister médiatiquement, sachant que le feuilleton de est-ce que la gauche ira au gouvernement ou pas n'a pas eu le temps d'exister. Il y a juste le PS qui a eu 2 jours pour faire une offre de service et proposer d'être à la tête du gouvernement, mais enfin c'est réglé, il y a le cornu, c'est terminé, il n'y aura pas le PS au gouvernement. Bon, du coup la tractation, on va dire un peu politicienne autour de est-ce qu'on va au gouvernement ou pas est terminée. Est-ce que dans l'opposition, du coup, la gauche a moyen d'exister, de capitaliser, même si le terme n'est pas très beau, sur ce qui se passe en ce moment? En théorie, on pourrait se dire que oui, on pourrait même se dire qu'il y a tout un boulevard pour la gauche, parce que si on doit résumer le mouvement du 10 septembre, c'est un ras-le-bol vis-à-vis du macronisme, de la politique macroniste. Parce que voilà, les riches ne sont pas assez mis à contribution, le travail paierait moins, enfin voilà, toute cette question de justice sociale et fiscale. Et il y a aussi la question du déni démocratique. On a parlé des législatives, voilà, c'est notamment le cas là-dessus, mais on pourrait faire tout le bilan du macronisme depuis 2017, où les dénis de démocratie sont plutôt nombreux. On parlait du mouvement des Gilets jaunes, on pourrait parler du grand débat, on pourrait parler de la Convention citoyenne pour le climat et de toutes les conventions citoyennes qui ont suivi d'ailleurs et qui n'ont pas donné beaucoup plus de résultats. Donc normalement, on est sur sur un terreau parfait pour la gauche pour justement montrer que, regardez, le camp qui représente la colère populaire et qui y apporte des solutions et des réponses, c'est la gauche, c'est le nouveau Front populaire. Alors le problème, c'est qu'on est dans un contexte de division. Ah bon donc, ça s'est pas rendu compte. Donc voilà, c'est ça qui peut forcément perturber le jeu de la gauche de ce côté-là, avec des stratégies qui peuvent s'entrechoquer, des réponses qui seront vues par certains comme étant de rupture et puis de l'autre comme trop molle, j'en sais rien. Mais enfin voilà, il peut y avoir ce choc-là qui peut neutraliser la marche en avant de la gauche dans un pays en colère et qui n'en peut plus et qui dit tout son rejet justement de ses gouvernants depuis 2017. Et il y a une autre échéance au-delà du mouvement du 10 septembre. Il y a aussi la question sur le budget qui peut amener, là encore, certaines lignes de fracture sur le devant de la scène et qui peut perturber le fait que la gauche puisse être une espèce de prolongement de ce mouvement social. Et effectivement, tu disais d'autant sur l'opportunité pour la gauche, d'autant plus, mais alors est-ce que c'est une force ou pas, ça on peut le discuter, mais c'est globalement son électorat qui est dans la rue aujourd'hui. On a fait un sujet dans l'UMAD ce matin, mais là je vous montre la version web, sur qui sont. On a fait des témoignages de gens qui aujourd'hui sont dans la rue pour bloquer, et quand on voit les profils, là je vous le passe un peu rapidement, mais on a un enseignant, on a une syndicaliste cheminot CGT, un ancien gilet jaune, alors lui pas forcément à gauche, mais voilà, une infirmière et mère isolée, donc là on est encore sur la question des services publics, mais aussi des travailleuses de première ligne, on va dire, des femmes qui sont dans ce qu'on appelle le care et qui sont super mal payées. Un père célibataire aussi, pareil, qui visiblement était ancien gilet jaune. Encore quelqu'un de la CGT. Bon, bref, des questions militantes LGBT aussi. Donc on est quand même sur l'éventail de la mobilisation plutôt des gens de gauche, quoi. Ouais. C'est vrai que de ce côté-là, pour avoir un aperçu de la sociologie, je vais revenir sur l'étude de la Fondation Jean Jaurès, mais elle dit beaucoup. D'abord, en termes de sociologie, de catégories socio-professionnelles, il y a beaucoup d'étudiants de gauche en particulier. Il y a des employés et des ouvriers, il y a des cadres, plus de cadres que pour le mouvement des Gilets jaunes, un tout petit peu moins d'ouvriers que pour le mouvement des Gilets jaunes. Et quand on regarde le comportement électoral de ces personnes qui se mobilisent autour de Bloc en tout, donc je le disais, 69% disent avoir voté Jean-Luc Mélenchon, 10% Philippe Poutou, on est bien loin de son score sur la population globale. Oui, on peut le dire. Donc voilà, ça dit beaucoup. Et il y a aussi une grande partie d'abstentionnistes, mais des abstentionnistes avec des valeurs de gauche qui ont pu se sentir abandonnés par la gauche ces dernières années ou déçus par la présidence de François Hollande notamment, et pas que. Donc voilà, il y a tout un vivier, disons, qui est susceptible d'adhérer aux thèses de la gauche, très clairement.